Donc, il a commencé à boire ce breuvage, mais il a été découvert. Et au moment où il a été découvert, eh ben, il ne savait pas, parce qu'il y avait une partie du breuvage, si tu veux, qui avait déjà presque franchi la gorge. Et donc, le seul moyen de couper ça, c'était de couper le dragon en deux, pour pas que ce monstre fourbe, tu vois, devienne un dieu, mais un dieu malfaisant. Et du coup, ça a été coupé en deux. Et donc, la tête du dragon, le nom, c'est Raoult. Et la queue du dragon, c'est Kétou. Donc, ça, c'est une histoire de la mythologie, mais qui permet vraiment de comprendre comment on peut interpréter un Raoult, comment on peut interpréter un Kétou. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler astrologie védique en compagnie de Jordan Matelin. Bonjour Jordan. Bonjour et enchanté. Je suis très heureux, Marie, d'être invité sur cette chaîne et partager ce moment avec toi. On s'est rencontrés assez récemment. On a échangé sur le fait que tu étais en même temps apiculteur et astrologue. Alors, astrologue depuis plus récemment, mais tu t'es passionné depuis quelques années pour l'astrologie védique. Il t'a fallu un certain nombre de temps avant de choisir quel système tu allais utiliser, astrologie occidentale ou astrologie indienne, et donc avec le zodiaque sidéral. Et donc, j'avais envie de commencer un peu par ça. Déjà, que tu nous dises en quelques mots, qu'est-ce qui t'a amené à l'astrologie? Pourquoi ce choix de l'astrologie sidérale et plus particulièrement védique? Et ensuite, qu'est-ce que l'astrologie védique et qu'est-ce qu'elle a de pertinent en fait dans son utilisation? Je te laisse la parole. Donc, Ok. quelques mots sur ton parcours. Oui, voilà, parce que je suis obligé de te partager un petit peu de mon histoire, hein, parce que l'astrologie indienne est venue à moi sur mon parcours de chemin. Et donc, voilà, j'étais dans une période où j'entamais, on va dire, une quête d'ouverture de conscience, un chemin un peu d'introversion. Et puis, je me suis orienté sur la méditation transcendantale, hein, donc une méditation déjà qui prend ses origines en Inde, hein. Et donc, je regardais un petit peu l'astrologie occidentale, mais disons que ça ne me parlait pas spécialement profondément. Et j'ai commencé à regarder une ou deux vidéos sur l'astrologie indienne. Là, tout de suite, ça m'a interpellé. Et j'ai demandé à un astrologue, donc François Leleu, de me faire une lecture de thème en astrologie indienne. Et là, du coup, ça a été une révélation parce que ça a touché vraiment au plus profond de ma personne. Moi qui avait déjà entamé une quête de mon être, ça perçait vraiment à jour ce qui était au plus profond de moi, même si c'est une quête où on n'arrive jamais, hein, à trouver ce que l'on est tout au fond et que c'est sans fin. Mais voilà, là, ça me parlait. Il y avait ces périodes planétaires qui pouvaient raconter des choses de ma vie avec vraiment des dates, des périodicités, vraiment. Et du coup, ça percutait mon côté un peu cartésien, parce que à la base, je suis quand même quelqu'un qui a fait des études un petit peu dans les sciences, et je comprenais pas. Et ça a aiguisé ma curiosité, si tu veux, et du coup, je me suis plongé là-dedans. Et après, c'était sans fin, parce que ça a Ah été oui, vraiment une l'astrologie, quand on découverte. met le doigt dedans, c'est terminé. On met le doigt, Voilà, après c'est le bras, et après, pouf. exactement. Donc, j'ai plongé dans l'astrologie indienne. Au début, juste sur le système des maisons, si tu veux, sur une approche un peu occidentale. Et puis après, quand j'ai plongé dans les demeures lunaires, dans la mythologie des demeures lunaires, voilà, je me suis dit, mais c'est incroyable cet outil,
c'est juste phénoménal et spectaculaire. Donc voilà. Entre-temps, il y avait toujours cette interrogation entre les deux zodiaques. Pourquoi il y avait cette différence entre le zodiaque des étoiles, hein, le zodiaque sidéral, et le zodiaque tropical? Donc ça, c'est une question qui, moi, en tant que rationnel aussi, j'ai cherché des réponses, hein. De toute façon, je cherche toujours des réponses. Et donc, j'ai voulu puiser vraiment jusqu'à la naissance du zodiaque tropical, et puis d'où venait aussi le zodiaque sidéral, hein. Et donc, le zodiaque sidéral qui est ancestral, hein. Dès que l'homme a regardé le ciel pour comprendre quelque chose de ce qu'il faisait là sur Terre, il a regardé le ciel et puis il s'est demandé, voilà, s'il y a ça, est-ce qu'il y a des correspondances avec ce qui se passe sur la Terre? Donc au début, c'était très relié à Dieu, hein, Mm. à la religion. C'est pour ça que je l'explique dans une de mes vidéos où il y a, c'est pour moi la mère de toutes les religions, hein, presque Oui, l'astrologie. tout à fait, je suis complètement Mais d'accord avec toi. Quand on voilà, s'intéresse à l'histoire, en fait, on se rend compte, ça je l'avais dit dans une des toutes premières vidéos que j'avais fait sur le thème de l'astrologie, c'est que en fait, l'astrologie a tendance à être étiquetée d'ésotérique, alors qu'en fait, elle est à l'origine de la mythologie, de tous les dieux, donc des religions, etc. Et ça, il faut vraiment remettre l'astrologie là où elle se doit. exactement. Et c'est juste retrouver la place de l'homme sur la Terre, mais au sein du cosmos, Ouais, dans l'univers. mais en relation avec ce cosmos. Ouais. Et du coup, et c'est l'essence même en fait du zodiaque sidéral. Le zodiaque tropical, il coupe un peu, enfin il coupe carrément, hein, presque, parce qu'il est fixe, parce qu'il ouais, il est fixe, il ne bouge pas. Et donc le micro-décalage qui se fait chaque année enfin à cause de la précession des équinoxes, il n'est pas intégré. Et du coup, ça déconnecte un peu l'être profond de toute la dimension de l'homme avec sa place au sein du cosmos. Voilà, alors ça, c'est la conclusion que j'en ai eue après beaucoup de temps de réflexion. Ça, c'est Mais intéressant ce que tu dis parce que en tant qu'être humain, on vit sur Terre, mais nous sommes des enfants de l'univers et d'un univers qui dépasse très amplement l'environnement même de la Terre, qui va jusqu'aux étoiles, qui va même encore plus loin. Et c'est vrai que la première astrologie se faisait en regardant les étoiles, en regardant le ciel, mais aujourd'hui, on regarde plus les étoiles, on regarde plus le ciel. L'homme s'est coupé de ça et l'astrologie tropicale, qui elle est centrée sur les saisons et donc sur le déplacement du soleil finalement en lien avec les saisons, est complètement refermée en fait sur le terrestre. Il est plus oui, vraiment connecté au cosmos. Donc en fait c'est extrêmement intéressant de pouvoir observer ça parce que en fait ça correspond à une réalité qu'on vit au niveau social, culturel. L'être humain, il est complètement coupé de la vie, de la réalité de la vie, qui est une réalité qui est changeante, qui est mouvante, qui s'interroge à chaque instant, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de fixe. Et puis, qui s'est aussi coupé de l'incertitude, du mystère de la vie. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une culture, une société qui cherche à tout contrôler tout le temps et donc qui va figer les choses, qui va développer des dogmes, c'est comme ça, c'est pas autrement, jusqu'à empêcher la pensée complexe, le discernement. Enfin, et c'est catastrophique. Et en fait, c'est super intéressant de faire le lien entre tout ce processus finalement sociétal et voire même d'extinction du monde hein, qui se coupe du vivant, de la diversité, de l'incertitude, du mystère de la vie et qui s'autodétruit en fin de compte. Donc, ouais. reconnectons-nous vite aux étoiles. Après, la naissance de quelque chose, c'est comme une graine. En fait, j'attache énormément d'importance et l'astrologie en est un témoin. Tu vois, le thème natal, le thème astral, c'est le thème d'une naissance.
c'est l'énergie cosmique au moment de l'incarnation de l'être. Et si on, moi, je trouve beaucoup de réponses en regardant comment est né, comment sont nées les choses. Et du coup, si on va vraiment à la racine de comment cette chose est née, on trouve beaucoup de réponses. Parce que, voilà. Et comment est né le zodiaque occidental? Il est né donc sous la pensée d'Aristote, hein, qui avait remis en cause la pensée de Platon, qui était l'homme au sein du cosmos. Et Platon, c'est l'allégorie de la caverne, hein, où tu as des gens qui regardent face à un écran et qui sont dans une illusion, en fait, hein. Et c'est l'illusion de l'ego. Voilà, et il y en a un qui sort et qui voit qu'il y a autre chose que ça qui découvre une dimension de l'être qui est autre chose que l'identification à l'ego. Et Aristote qui a remis en cause ça et qui a remis la place de l'homme comme une finalité, comme un but de l'évolution, hein. Lors de tes précédentes vidéos sur Sri Aurobindo, et tout, il dit que ben, l'homme est un être de transition. Et ben, pour Aristote, c'était pas du tout ça. Et quand il part qu'à ce moment-là à caler le zodiaque occidental avec sa découverte de la précession des équinoxes, il a fixé ça dans la pensée aristoticienne. Donc, si tu veux, il y avait la naissance de ce zodiaque qui était déjà sur une partie d'une vision un peu égocentrée de l'homme, Ouais, égocentré et rationnel. et rationnelle, exactement. Et aujourd'hui, alors, dans la société occidentale qui est dominée hein, par cet ego, par le pouvoir, euh, eh ben, cette astrologie est dominante. Il y a quand même 50%, on va dire, dans l'ensemble du monde, de sidéralistes en astrologie, Ouf, l'astrologie on n'est pas indienne, perdu. voilà. Mais en Occident, largement, bah, c'est à 95% cette pensée, un- ouais, pensée à travers l'ego, hein, et c'est ce qui mène l'homme à travers cette identification à la matière, et que voilà, c'est vraiment une vision matérialiste. Ouais. Alors, j'ai fait précédemment une vidéo avec Jordan Marion qui lui utilise aussi bien le sidéral, puisqu'il fait de l'astrologie védique, que le tropical. Et donc, il expliquait comment, en fait, il passait de l'un à l'autre et que pour lui, les deux systèmes étaient pertinents dans certains contextes. J'ai trouvé son approche assez intéressante dans la mesure où c'est vrai que pour pouvoir critiquer un système, il faut déjà le comprendre. Et, euh, Mm. et en fait, plus je comprends le tropical, plus je comprends le sidéral, et plus je me rends compte que l'approche sidéraliste, finalement, elle est beaucoup plus holistique. Euh, Mais tout à fait, ouais, voilà. Et c'est que du coup, carrément ça. elle intègre Mm. de fait le soleil et quelque part le système tropicaliste, elle l'intègre de fait. Alors que le tropical, lui, se renferme et sur lui-même, sur une approche extrêmement, je dirais, descriptive, peut-être plus en lien avec les apparences du coup, qui va moins dans la profondeur. Et du coup, elle est exclusive, c'est-à-dire que elle n'est pas reliée au sidéral. Et en ce sens-là, pour moi, tout système qui fonctionne replié sur lui-même est voué à mourir, en fait. Donc pour moi, c'est vrai que même si j'ai trouvé l'approche intéressante, c'est clair que pour moi, le système le plus valable, parce que le plus ouvert, c'est quand même le sidéral. Donc Ouais. je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ceci dit, j'ai choisi d'utiliser le sidéral et c'est pour cette raison, justement, qu'il respecte le mouvement de l'univers et qu'il est en lien avec tous les autres systèmes. En fait. C'est pour ça que ma chaîne, elle s'appelle aussi Astrologie intégrative, parce que l'idée, c'est d'intégrer aussi toutes les approches, parce que la diversité, c'est ce qui permet aussi le vivant et l'évolution humaine, et que certainement dans les approches des tropicalistes, il y a aussi des approches qui sont très intéressantes.
Mais ceci dit, mon cœur, quand même, a bien penché sur le sidéral. Après, pour moi, le zodiaque tropical, c'est un zodiaque transitoire, hein, qui va mourir de lui-même, en fait, hein, qui va s'éteindre, hein, parce que là, aujourd'hui, on est à 24 degrés de décalage avec une certaine réalité. Mais ça continue. Donc, quand la déconnexion sera vraiment trop importante, l'astrologie va revenir aux fondamentaux, entre guillemets. Et naturellement, en fait, ça va revenir vers le sidéral. Et puis maintenant, j'ai vraiment l'espoir en l'humanité, à ce qu'elle retrouve sa dimension vraiment profonde. Et vu que ce zodiaque sidéral correspond à ça, petit à petit, les gens, pour aller faire ce travail, en fait, pour aller faire ce travail de profondeur, faut s'orienter vers cette astrologie, vers ce zodiaque. Donc pour moi, ça aura été une étape de l'humanité. Et le sidéral, il est depuis tous les temps et il restera de tous les temps. Ouais. Et voilà. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, il y a une nouvelle ouverture, hein, à l'utilisation du zodiaque sidéral, et ça vient vraiment en même temps qu'il y a globalement au niveau, je dirais, terrestre, une nouvelle Ouais. ouverture à plus grand que soi, à incarner des valeurs de l'être, à aller dans la profondeur, à se reconnecter, je dirais, avec la nature en soi, la nature et l'univers, parce que dans cette perspective holistique, ben, effectivement, on comprend que rien n'est séparé et que les étoiles et les planètes, elles sont en nous et que cette astrologie, finalement, c'est juste un langage, des clés de lecture qui viennent nous permettre de décoder tout ça en nous et de nous relier ainsi à plus grand que nous. Et c'est parce qu'on Mhm. se relie à plus grand que nous, c'est-à-dire c'est parce que l'ego se relie au cœur et au corps, Mhm. l'évolution, l'expansion peut se faire. Après, c'est vrai que le zodiaque tropical, tu vois, donc cette dimension archétypale en fait des signes, hein, ça peut donner des réponses, hein, sur les tempéraments, une certaine psychologie. En astrologie médicale aussi, ça peut être assez performant. En astrologie horaire aussi, il y a de très bons résultats. Et puis après, il y a la qualité de l'astrologue. Un astrologue en astrologie occidentale peut avoir d'excellents résultats parce que la dimension et la qualité de l'astrologue aussi peut, malgré que pour moi, si tu veux, ce soit pas, c'est comme si l'instrument était un peu désaccordé. Mais tu vois, le musicien est tellement bon qu'il a appris à jouer quand même de la très belle musique avec cet instrument. Il y a des astrologues qui utilisent l'astrologie hellénistique, et donc une Hmm. astrologie très ancienne, et qui vont utiliser des modes de calcul qui Oui, vont amener à des résultats pertinents, oui. quelque Parce part. qu'après, il y a beaucoup de similitudes. Tu vois, les aspects entre les planètes, c'est les mêmes. Un carré en sidéral ou un carré en tropical, ça restera un carré. Tu vois, et pareil pour le trigone, conjonction. Donc, si tu veux, le dialogue entre les Planète. planètes, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses de, qui correspondent. Qui correspondent. Oui, oui, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que il faut pas oublier que l'astrologie c'est pas que des signes zodiacales, c'est avant tout un dialogue entre les planètes. Exactement, Et, exactement. et que, notamment dans l'astrologie uranienne, on va utiliser uniquement ce dialogue avec les Voilà, planètes. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de zodiaque. voilà. Et, Donc, et moi, on je fais un arrive petit peu d'astrologie uranienne aussi, Oui? Ah, super. et- qui est très, très ouais, performante sur les prévisions, tu vois, sur ce que le côté prédictif. Par contre, là, je pense qu'il y a vraiment une grosse, grosse différence côté prévision, prédictif entre l'indienne et l'occidental, quoi. Justement, allons-y. Qu'est-ce que l'astrologie védique? Comment ça fonctionne? Et comment ça fonctionne?
Alors, pour expliquer ça, je ne sais pas si je prends l'approche des différences entre les deux astrologies. Il faut planter le cadre de, tu vois, de la culture indienne. En Inde, la réincarnation, le fait qu'il y ait une conscience après la mort, c'est plus une question, c'est ancré. Si tu veux. C'est voilà, à chaque incarnation, on vient pour expérimenter quelque chose dans la matière. S'il y a une phrase qui pourrait résumer ça, c'est la Terre est mon école. Je viens, oui, expérimenter pour évoluer et grandir d'incarnation en incarnation, de vie en vie. Et donc, l'astrologie indienne, ce qui est le Jyotish, en fait, le vrai nom, c'est le Jyotish, parce que c'est une astrologie sacrée. C'est vraiment, quand on rentre dans l'astrologie indienne, on rentre dans ces 9 planètes qu'on appelle les Navagrahas, et c'est vraiment une conscience planétaire, tu vois, une conscience sacrée. C'est-à-dire qu'il y a une dimension spirituelle qui est vraiment énorme dans l'astrologie indienne. Voilà, tu vois, la divinité de l'astrologie indienne, c'est Ganesh. Donc moi, tu vois, avant chaque lecture de thème ou que je suis en connexion avec quelqu'un, eh ben, j'invoque Ganesh parce que voilà, c'est la divinité de l'astrologie indienne. Et puis on rentre dans un cadre vibratoire avec le consultant ou la consultante. Donc il y a une dimension très, très spirituelle, très sacrée. C'est la science de la lumière. Donc elle est là pour apporter de la conscience, apporter vraiment de l'éclairage sur le chemin de vie de la personne. Si la personne est venue me contacter à ce moment-là et que je suis là, moi, en tant qu'astrologue, à lui transmettre des choses qui vont lui faire prendre de la conscience, c'est qu'on devait être là tous les deux à ce moment-là. Tout est juste et que une consultation en astrologie, c'est presque un soin énergétique. Euh, pour moi, parce que je suis dans ma raison d'être, dans mon dharma, je vibre ce que je suis. Et puis en face, parce que la personne, elle est là pour changer son regard, en fait, sur ce qu'elle est en train de vivre. Parce que souvent, si elle est là, c'est que il se passe quelque chose d'important dans sa vie. Elle vient chercher des réponses à quelque chose, hein. Et donc, J'aimerais proposer déjà ce que j'ai vu comme différence avec l'astrologie occidentale, c'est-à-dire que l'astrologie védique, elle n'utilise pas une charte ronde, mais elle utilise un carré. Elle va utiliser seulement les 7 planètes visibles, donc jusqu'à Saturne, donc elle n'utilise pas les transpersonnels. Elle, donc, elle va utiliser les aspects entre les planètes. Elle va aussi utiliser l'axe du dragon, puisque elle remet ça dans le contexte du karma et du dharma, c'est-à-dire le karma, le nœud sud, c'est d'où on vient, et le dharma, le nœud nord, c'est où on va. c'est une autre interprétation, hein, Tu développeras après, je te dis moi ce que j'ai ouais, compris. ouais. L'astrologie védique utilise les demeures lunaires. Alors moi, je trouve ça passionnant. J'ai vraiment envie d'aller approfondir ça, de me former. Enfin, je trouve ça vraiment parce que moi, la lune, Mhm. maître, j'adore. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme autre chose? Je peux te Oui, le dire, je peux voilà, t'aider. mais oui. Bah, vas-y Je alors, vais te laisser aide-moi, galérer. aide-moi, aide-moi. Non, mais oui, après, tu as raison. Déjà, l'astrologie indienne, donc c'est une astrologie lunaire. Le signe astrologique dépend de la position de la Lune. Tu vois. Euh, Moi, la Lune, elle est dans la constellation du Bélier. Je suis Bélier. Et puis mon ascendant, il est en Cancer. Je suis Bélier, ascendant Cancer. Mais du coup, et mon Soleil est en Taureau. Mais je suis pas du tout Taureau. À la base de l'astrologie indienne, si tu veux, quand elle a été créée, elle vient des Védas. Dans le système védique, il n'y avait pas le zodiaque en termes de signes. Si tu veux, ils considéraient juste les positions de la Lune. Chaque jour, la Lune changeait d'une micro-constellation, ce qu'on appelle demeure lunaire, en sanskrit nakshatra.
Et donc, à la base, l'astrologie indienne était basée que sur ces nakshatras, comme un zodiaque, si tu veux, de 7 nakshatras, où la Lune se déplaçait de nakshatra en nakshatra. Et bien sûr, elle fait un tour du zodiaque en un cycle lunaire. Après, bon, bah, la Lune a un impact, on voit, énorme hein, sur les humains, sur le cycle, tu vois, de la féminité, le cycle des marées. Il y a quand même un impact vraiment important sur l'humain. Après, on est fait à 80% d'eau. On voit qu'elle fait bouger les marées. Euh, voilà, l'impact lunaire est vraiment important aussi dans la matière. Et donc ça, c'est déjà une approche qui est carrément différente par rapport à l'astrologie occidentale, c'est que on va prendre la Lune euh, comme l'astre prépondérant. Alors on peut attribuer en astrologie occidentale aussi une forte place à la Lune. Tu vois, Jordan Marion, il prend ça en compte. Il a une astrologie vu qu'il a ces deux aspects, il prend en compte vraiment l'ascendant et la lune dans son approche occidentale. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça intéressant, c'est qu'effectivement, l'approche occidentale, elle va considérer là où se trouve la Lune comme étant un lieu instable, à stabiliser. Et donc, alors qu'en fait, la Lune, qui vient carrément incarner les cycles du vivant, le mouvement, le fait que la réalité change sans cesse et que c'est très bénéfique, l'occidental, lui, va dire ah ben non, c'est instable. Donc c'est pas top quoi, c'est pas top. Et moi je fais le lien entre aussi comment aujourd'hui les femmes vivent sous camisole chimique pour ne plus être gérées par leur cycle. C'est-à-dire que Ouais. plutôt que de s'adapter au cycle du vivant en elles, elles vont prendre enfin, c'est ce que j'appelle les camisoles chimiques, hein, mais elles vont prendre des Mhm. pilules, elles vont prendre des hormones, elles vont prendre enfin des choses qui vont les couper finalement de leur cycle. Et ça a une incidence. Autant la Lune, elle a une incidence énorme sur la Terre que les femmes ont aussi une incidence. Mhm. Et que le fait qu'elles soient coupées de leur cycle naturel de vie, bah forcément, ça a un impact sur leurs enfants, ça a un impact sur leur famille, ça a un impact sur leur groupe, ça a un impact sur la terre entière, en fait. Et c'est, moi, je dis, Ça a un impact il faut que l'homme, énorme, elle se réveille, il faut que vraiment que les profond. femmes, elles se réveillent et qu'elles arrêtent de se couper comme ça de la vie en elles, parce que, en fait, c'est de la violence qu'elles retournent contre elles-mêmes et contre le monde. Je sens le cri du cœur Ah oui, 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 dans ta oui. vibration. Ah oui, oui, oui. Mais Oui. je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, Et tu vois, des lois d'incarnation, tu vois, pour moi, par exemple, euh, la réincarnation, c'est une vérité que je ressens au plus profond de moi. c'est Et évident. d'ailleurs, la mort et la peur de la mort aussi justifient cet ego, tu vois, de se retenir à la matière. Mais pour en revenir à cette impermanence, l'une des lois de l'incarnation, ben, c'est que tout bouge et que rien ne dure. Tout est impermanent. Et l'ego qui peut être une des facettes du soleil. Parce que le soleil, ça peut être la conscience pure, la lumière pure. Mais le soleil aussi, ça peut être cet attachement à l'ego. Hein. Alors que la lune incarne ce mouvement, incarne cette impermanence. Et du coup, voilà, cette considération plus lunaire de l'astrologie védique, elle va intégrer ce mouvement, le fait que ben oui, je dois m'adapter, alors pour les femmes, à leur cycle, à leur fait, au fait que ça bouge, je dois m'adapter au cosmos, que rien ne va être dans le contrôle, dans la régularité, et que je dois reprendre ma dimension féminine entière, tu vois, en tant que mère, en tant que femme, en tant que et oui, de ce côté-là, le sidéral et je prêche pour pas ma paroisse, l'astrologie indienne, d'autant plus, va incarner encore plus cette dimension. Mm.
Ouais, super intéressant. Ouais. Après, comme tu l'as dit, l'astrologie indienne s'arrête à Saturne. Donc, on ne va pas prendre en compte les transsaturniennes. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, Saturne, c'est la dernière planète qui est visible à l'œil nu. Et du coup, c'est pour ça que jusqu'à Saturne, les planètes vont parler de l'homme, mais de l'homme, tu vois, personnellement. Donc, c'est ce qu'on appelle les planètes personnelles. Une fois qu'on veut faire de l'astrologie mondiale, entre guillemets, oui, Uranus, Neptune, Pluton vont avoir un impact beaucoup plus important au niveau du collectif. Mais ce qui est visible à l'homme, et d'ailleurs, euh, pour cela, Saturne représente les limites, représente en lui-même ce truc de limite, de temps. C'est la planète qui met le plus de temps à faire le tour du Soleil. Donc ça va prendre ces notions de durée, de limitation, de... Et aussi le principe de réalité, hein. Moi, ce que je dis, parce que Oui, Saturne, il est oui, souvent vu dans sa dimension très limitante, frustrante et donc plutôt négative, alors qu'en fait, l'intérêt de Saturne, c'est qu'il permet d'intégrer sa propre réalité. C'est-à-dire une réalité, une vérité qui est mouvante, fluctuante et différente de celle de l'autre. oui, En fait, elle permet l'incarnation, mais l'incarnation de ce qui est vrai pour nous, en fait. Donc, en fait, exactement. il n'est pas que Et maléfique, il est aussi bénéfique. bah oui, bien sûr, parce que Saturne, dans l'astrologie indienne, c'est la planète qui est en charge de ramener le karma le plus profond qu'on est venu transcender. Mais pourquoi? Parce que pour, entre guillemets, un éveil à soi-même, pour franchir cette limite, pour, tu vois, aller vraiment transcender ça. C'est la planète qui incarne cette limite, mais pour une ouverture de conscience, pour aller passer au-delà et au-delà de cette dimension. Et donc c'est pour ça que la position de Saturne dans un thème astral va tout de suite ramener le karma. Tu vois, mais tout est là. Il y a limite, il y a pas besoin d'aller voir dans les vies antérieures ou n'importe quoi. Tout est dans le thème. Tout ce qui a transcendé est dans le thème. J'ai une question à te poser parce que en astrologie occidentale, on va donner une importance particulière aux angles. Et moi, comme j'ai un Saturne dans un angle, il est considéré comme hyper important et hyper influent. Je peux pas dire le contraire. Mon Saturne, je l'ai bien senti passer dans ma vie. Il n'a pas été Mhm. tendre avec moi. Et est-ce que en astrologie védique, il y a cette dimension d'angle et de plus ou moins... Non, pas du tout. Non, Non, d'accord. non. Et tu vois, par exemple, alors moi, je fais de l'astrologie vraiment Jyotish pure, avec des aspects qui sont différents. Saturne, en astrologie védique, il va aspecter la maison 3, la maison 7 et la maison 10, tu vois, par rapport à sa position. Donc rien à voir avec le sextile, trigone, carré, ou tu vois, de l'astrologie sidérale classique. Les Non, aspects ne sont pas les mêmes. non, les aspects sont pas les mêmes. Alors après, moi, vu que j'ai aussi, si tu veux, la vision sidérale globale, s'il y a un carré, pur carré, tu vois, moi j'ai un pur carré Mercure-Saturne, je vais le prendre en compte quand même, parce que ça veut dire quelque chose. Et je vais englober ça. Mais si on prend vraiment l'astrologie indienne pure, le Jyotish, ce carré, par exemple, il n'est pas pris en compte. Tu vois. D'accord, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de carré? Non, il n'y a pas de carré. Ah, il n'y a pas de carré Il n'y a carrément. pas de Ah, mais carré. c'est sûr. Les aspects, ils se font de maison en maison, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que déjà, c'est un zodiaque et les maisons sont basées, c'est une constellation égale une maison, un signe égale une maison. Donc, il n'y a pas d'histoire de cuspide, etc. Tu vois. Ouais, Tout ce qui est conjonction, c'est toutes les planètes qui sont dans la même maison, eh ben, elles sont conjointes. ouais, ouais. Même si tu en as une à 1 degré et que l'autre, elle est à 29 degrés. Ouais. Hmm. Considère que
ces planètes sont dans la même pièce, Ouais. ils se partagent le même, le même espace, et du coup, eh ben, il y a une interaction entre elles. Ouais. Mais Donc, ça, c'est pas tu vois, propre à l'astrologie védique, parce qu'il me semble que c'est en astrologie hellénistique où il fonctionnait déjà comme ça. C'est-à-dire que ce qui va faire la conjonction, c'est le fait effectivement que les planètes se retrouvent dans la même pièce. Après, oui, bon, on peut prendre en considération ce qu'on appelle zut, j'ai perdu le mot, le degré. Ah, c'est un nom oui, spécial. oui, la partilité, Mais l'effet partile. c'est- Ce qui est c'est pas, partile, c'est c'est pas, vraiment, par exemple, un carré. Tu vois, moi j'ai un carré Mercure-Saturne, il est à 1 degré près. Tu vois, c'est oui, vraiment c'est ça, mais partile. il C'est-à-dire y a un que, nom particulier eh pour ben, c'est ça. l'orbe. Oui, l'ordre, L'orbe. merci. Oh, Ouais. merci. Mais les aspects sont carrément différents. Après, en plus, l'aspect, tu vois, par exemple, moi j'ai un Saturne en Lion, dans la constellation du Lion. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, il va aspecter plusieurs maisons. Donc, la maison 3 par rapport au Lion, et donc il va aussi la maison 7 en opposition. Il y a toujours un aspect qui est d'opposition, ça c'est sûr. Et donc, il va aspecter le Verseau. Et le Verseau, ben, c'est la demeure de Saturne. Saturne maîtrise le Verseau. Donc, cet aspect donc moi, ça correspond à la maison 8. Donc cet aspect de Saturne dans la maison 8, il va être très très puissant parce que Saturne en Verseau, il est chez lui, il est en Mula Tricona, il est même encore plus fort qu'en Capricorne. Donc si tu veux, Saturne maison 8, tu vois, elle est chercher de la profondeur dans ce qui est un peu occulte, non visible, etc. Ben voilà, chez moi, ça va se manifester fort. Mais du coup, tu vois, ces aspects, même s'il n'y a pas de planète, même s'il n'y a rien, il y a un impact sur la constellation euh, que va aspecter cet astre. Voilà, donc ça en occidental, c'est pas pris. Donc, après, il y a les dignités qui changent. Les dignités des planètes, en occidental, tu vas avoir la chute, l'exil, l'exaltation, etc. En astrologie indienne, bon, tu as toujours la chute. Après, tu vas avoir la planète qui est grand ennemi, ennemi, neutre, ami, grand ami, euh, chez elle, c'est-à-dire La trône. dans, ouais. Et puis après, ben, exalté. Donc, tu vois, les dignités sont aussi différentes. On retrouve Euh, les mêmes définitions des maisons. Oui, 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 ça c'est assez similaire, sauf que par exemple, tu vois, la maison 4 en astrologie indienne, elle est reliée à la mer, alors que c'est la 10 en occidental. Alors, ils sont pas tous d'accord, hein. Il y en a Ouais, qui vont la relier à la la plupart, 4, moi, d'autres à la 10. ok, Moi, j'associe à la famille, comme ça. C'est le père et ouais, mais la 4 en occidental, de mémoire, je crois que c'était plus le père, alors que le père en astrologie indienne, c'est la maison 9. Et voir la maison 10 parce qu'il y a aussi, tu vois, il y a eu beaucoup de... Mais voilà, mais hormis ça, les autres, les maisons, en fait, le système de domification et des maisons, il est assez similaire là-dessus. C'est pour ça que les personnes qui ont un bagage en occidental, hein, il y a déjà une facilité pour revenir à l'astrologie indienne. Alors, comme on arrive un petit peu vers la fin, là, et j'aimerais Ouais, aborder cette histoire de d'axe du dragon, donc nœud sud, nœud nord. Donc, tout à l'heure, tu me disais que j'étais dans des interprétations erronées, enfin, très occidentales, mais qu'en est-il pour l'astrologie védique, en fait, hein, mais je sais comment c'est. C'est-à-dire que en Occident, on aurait tendance à considérer le nœud sud un petit peu comme étant maléfique et puis le nœud nord comme étant bénéfique. Alors que c'est pas du tout le cas en astrologie védique, il me semble, hein, c'est ça. hum, hum. Alors après, il faut reprendre la naissance hein, de la mythologie hein, de Raoult et Ketu, hein. Raoult, c'est le nœud nord. Ketu, c'est le nœud sud. Alors, je ne sais pas si vraiment je suis d'une justesse, je pourrais être repris là-dessus, mais
vraiment de ce que je sais de l'histoire, c'est que c'était un démon, donc ça ne faisait qu'un, en fait, comme un serpent, un dragon, hein. Et du coup, il y avait distribution de l'amrita, en fait, c'était une boisson qui faisait que on pouvait devenir Dieu, atteindre la divinité, si tu veux. Et je crois que c'est le soleil ou la lune qui distribuait en fait cette boisson. Et, et du coup, ce serpent, il s'est un peu mis dans les personnes pour pouvoir boire ce breuvage et devenir, tu vois, un dieu. Donc, il a commencé à boire ce breuvage, mais il a été découvert. Et au moment où il a été découvert, eh ben, il ne savait pas parce qu'il y avait une partie du breuvage, si tu veux, qui avait déjà presque franchi la gorge. Et donc, le seul moyen de couper ça, c'était de couper le dragon en deux pour pas que ce monstre fourbe, tu vois, ben, devienne un dieu, mais un dieu malfaisant. Et du coup, ça a été coupé en deux. Et donc, la tête du dragon, le nom, c'est Raoult, et la queue du dragon, c'est Kétou. Donc ça, c'est une histoire de la mythologie, mais qui permet vraiment de comprendre comment on peut interpréter un Raoult, comment on peut interpréter un Kétou. Maintenant, je vais partir d'astronomiquement parlant. Ces deux nœuds lunaires sont des points d'éclipse, sont des points où ça va cacher la lumière. Le point d'éclipse, c'est un alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil, où soit la Lune va éclipser en fait la lumière du Soleil, ou soit la Terre va éclipser la lumière du Soleil sur la Lune. Demain, tu vois, ça tombe bien, on a une éclipse lunaire, pile demain, et donc on a ces périodes d'éclipse. Et donc, c'est des points qui sont calqués sur l'écliptique du zodiaque, et qui bougent, qui sont mouvements, qui sont mouvants, toujours en rétrogradation. Ça a aussi un symbolisme, hein, que ce soit les seuls astres qui sont en rétro, enfin, c'est pas des astres, hein, c'est des points C'est fictifs. des points fixes quoi, qui donc C'est des points fictifs, se, mais qui sont se en déplacent en sens rétrogradation. inverse Exactement. des autres planètes. Là, en ce moment, tu vois, Ketu est en Vierge et Raoult est en Poisson. Et on se décale et bientôt, dans quelques mois, je crois, Raoult va passer en Verseau et Ketu va passer en Lion. Mais voilà, donc ces points d'éclipse, en fait, c'est des points d'ombre. Donc dans le thème, c'est des points où ça va amener de la confusion, tu vois, du manque de clarté, euh, euh, et donc et de la confusion. Je sais plus où j'en suis. Tu vois, si je sais pas moi, tu as un Kétu Vénus conjoint, bon ben les relations sentimentales, ça va être compliqué avec l'autre. Voilà, karmiquement, il va y avoir quelque chose qui va être compliqué à vivre dans cette incarnation. Parce que c'est cet axe, on appelle ça l'axe karmique, hein, qui se déplace. Et ben, cet axe karmique est vraiment en lien avec aussi ce qu'on vient travailler dans cette incarnation. Ketu est très relié, si tu veux. Ketu a été coupé. Donc lui, euh, il a pas de tête, Ketu, hein. Vu qu'il a été coupé et que c'est la partie de la queue, il a pas de tête. Donc il y a une partie intuitive où j'ai été coupé de la tête, j'ai plus mes sens du mental. Donc il y a une partie très intuitive, très mystique qui va ramener chez Ketu, très subtile. Et Ketu, il va être très, du coup, néfaste pour tout ce qui est matériel. Mais par contre, il va avoir un aspect très épurateur du matériel, mais pour aller vers une transcendance du subtil. Alors que Raoult, lui, c'est l'ambitieux qui a voulu tout de suite boire la potion et
Mais il a plus de corps, lui. Raoult, il a toujours l'ambition parce qu'il digère pas. Il n'a pas le corps pour digérer, si tu veux. Donc, en fait, c'est un puits sans fond qui veut toujours avoir sans jamais d'avoir satisfaction. Tu vois. Et donc, le Raoult dans un thème, il va amener ça. Il va amener ce côté obsessionnel, ce côté, mais j'en veux toujours et je suis jamais rassasié et j'arrive jamais à une satisfaction de, de ce que ça vient toucher dans le thème, tu vois. Ok, donc C'est Raoult et dans la Ketou peuvent méditation. être dans des excès l'un et l'autre, en fait. Donc il s'agit Ah ben bien sûr. de les Ah harmoniser. ben bien sûr. Ah ben oui. Ah oui, à chaque fois, le Raoult, il va venir travailler quelque chose. Le Ketou, il va. Et puis après, ce qui fait le rythme, parce que là, on en vient à, pour moi, le point clé de l'astrologie indienne, c'est les périodes planétaires. C'est-à-dire que tout est dans le thème natal, mais tout le thème natal ne se déclenche pas dès la naissance, si tu veux. Il y Oui, a une chronologie. Il y a une chronologie. Et donc c'est la Lune qui va déclencher en fait cette chronologie. Mais il y a des périodes planétaires. Tu vois, Vénus, tu vas avoir une énergie de Vénus qui va durer pendant 20 ans. Tu vas avoir une énergie de Raoult pendant 17 ans. Alors, cette chronologie, elle nous est tous propre. On commence pas tous, par exemple, par Vénus ou, tu vois, ce rythme, il est. Mais si, je sais pas, tu attaques une période de Vénus et que ta Vénus, elle est grand ennemi, et puis qu'il y a un aspect de Kétou et de Saturne dessus, bon, ben voilà, cette période, elle va être compliquée sentimentalement, voilà. Si jamais il n'y a pas un travail sur soi pour, euh, pour essayer de transcender ça et qu'on vit ça que à travers son ego, eh ben, on va vivre une grande période de 20 années qui va être très compliquée, tu vois. Et en fait, cette chronologie, euh, eh ben ça permet de faire des prévisions, ça permet d'anticiper, de voir le mur qui arrive, comment je peux le franchir, de le voir avec un autre regard, d'une prise de conscience. Et on en revient à la lumière, tu vois. Ça, c'est d'une profondeur et d'une puissance qui est énorme. comment l'astrologie védique, elle fonctionne avec les étoiles? Bah déjà par les nakshatras. Les nakshatras eux-mêmes sont des micro-constellations. D'accord. Chaque nakshatra, si tu veux, est lié à une étoile fixe. Les étoiles sont des étoiles fixes parce que si tu veux, comment dire, c'est le décor, les étoiles. Qui bouge, mais qui bouge pas à notre échelle humaine, elle ne bouge pas. Et que les astres, qu'on appelle les astres errants, qui sont des planètes qui bougent au sein de ce décor, vont permettre une interprétation par rapport à ça. Mais il y a la constellation, entre guillemets, qui a été découpée par 30 degrés, mais il y a des micro-constellations, par exemple les nakshatras, qui sont encore scindées, tu vois, et qui ont encore plus de précision, et donc qui sont reliées vraiment aux étoiles. Chaque nakshatra a une étoile qui lui correspond, une symbolique derrière l'étoile, tu vois. Donc c'est vraiment en correspondance vraiment parfaite, si tu veux, avec les étoiles. Comme une considération sidérale où vraiment on va prendre tu vois, les étoiles principales, voire même les autres étoiles, et qui ont d'autres symboliques et qui peut être aussi une autre lecture aussi profonde. Ok, merci, merci beaucoup, Jordan. Écoute, on va s'arrêter là parce que l'heure a passé. Et Ouais. bah, c'était vraiment un échange passionnant.
Au plaisir vraiment de pouvoir te recevoir pour aller approfondir les demeures lunaires, par exemple, au hasard. Ouais. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot sur quelque chose que tu n'as pas encore dit pour terminer? Et ben non, après, ce qui me vient du cœur, là, c'est que celui qui veut commencer à engager un chemin de conscience, qui cherche des vérités en lui, voilà, un chemin introspectif. Le zodiaque sidéral et l'astrologie indienne est l'outil vraiment parfait et qui rentre en résonance avec ça. Et il est tout indiqué pour commencer en fait ce chemin. Voilà. Merci beaucoup, Jordan. Merci à Merci à vous, toi. merci pour votre écoute et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.